de faire ce live aujourd'hui qui va être consacré au burn-out. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Chargé et j'accompagne les femmes à se reconnecter à leurs ressources intérieures et à leurs envies profondes par la pratique de la danse intuitive. Alors aujourd'hui, pour parler de burn-out, je suis en compagnie de Laurence Jay. Bonjour Laurence. Laurence, tu es spécialiste, coach et spécialiste du burn-out et tu accompagnes les femmes à se remettre d'un burn-out. Alors, je t'ai contactée parce que d'abord, moi-même, j'ai été confrontée au burn-out et les femmes qui pratiquent avec moi la danse intuitive, j'en ai de plus en plus qui sont confrontées à des phases d'épuisement ou alors qui sortent vraiment de burn-out. Malheureusement, c'est de plus en plus commun. Et sans faire d'alarmisme, en fait, le burn-out, c'est pas rien. Et si on peut l'éviter, c'est vraiment mieux. Parce que même si on en sort grandi, ça ne laisse pas indemne. Alors, Laurence, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Comment tu en es venue à accompagner les femmes après un burn-out? Oui, bien sûr. Et bonjour à toutes, parce que tout à l'heure, j'ai dit juste bonjour Isabelle. J'ai oublié les participantes. Alors moi, j'ai travaillé 17 ans en entreprise et à un moment donné, j'y ai vécu l'ennui, la surcharge, la pression et le burn-out. J'avais vécu avant une période de 6 ans de souffrance au travail où je ne voyais pas ce qui m'arrivait. Et puis, j'ai été accompagnée après m'être reposée, après mon burn-out. Et je me suis fait accompagner à ce moment où j'ai senti que j'avais le déclic pour pouvoir avancer suite à ce burn-out. 3 ans après le burn-out, j'ai commencé une reconversion. Et ensuite, après cette reconversion, j'ai eu envie d'accompagner les femmes après le burn-out, ayant vécu l'expérience. Génial. Tu dis que dans ton expérience, à un moment donné, tu as eu un déclic, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases en fait dans un burn-out. En fait, à un moment donné, on s'effondre. Bon, ça arrive. Si on n'a pas pu voir avant, à un moment donné, on s'effondre. Et puis, il y a une phase de repos parce que l'énergie est vidée. Donc, il faut vraiment se reposer autant qu'on peut, de soins et de repos, parce qu'évidemment, on va voir le médecin parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive, pour avoir un diagnostic, savoir de quoi il s'agit, parce qu'on ne sait pas toujours que c'est le burn-out qu'on vit. Et puis, donc, il y a cette phase de soins-repos où on voit un peu ce qui nous arrive et éventuellement aussi voir quelqu'un dans la psychologie ou la psychiatrie pour pouvoir un peu vider son sac. Et après cette phase de repos, qui est plus ou moins longue, ça dépend. Parfois, ça peut être 2 mois, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend des personnes, l'ampleur du burn-out qu'on a vécu, qu'on vit. On a un déclic généralement, on a envie d'avancer, de se reprojeter dans l'avenir. De se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant? Est-ce que je retourne dans l'entreprise? Est-ce que je fais un mi-temps thérapeutique? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je demande un autre poste dans l'entreprise? Quel est l'élan vers lequel on va arriver? Et à ce moment-là, c'est vrai que des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider un peu à faire le tri parce que on ne s'était jamais posé la question de faire autre chose ou autrement. Et c'est vrai qu'il faut trouver comment s'y prendre pour pouvoir réavancer suite à cet effondrement. Et c'est vrai qu'en fait, moi, dans mon expérience personnelle, en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on croit qu'on peut redémarrer. Voilà, ok, on s'est un peu reposé et même si on se sent encore fatigué, on a envie de reprendre. En tout cas, pour moi, c'était pas normal. Enfin, c'était. Oui, oui. Et donc, en fait, moi, je m'aperçois, pour moi, mais aussi quand j'observe ce qui se passe pour d'autres, cette phase de repos, elle est presque incompressible, en fait. On ne peut pas. Oui, parce que parfois, on a l'impression d'avoir un petit regain d'énergie. On commence à se lancer, à essayer de faire les choses. On va peut-être forcer un peu parce qu'on a l'impression que ça y est, c'est le moment.
Et puis, ben, parfois, il arrive, moi, je l'ai vu pour moi, certaines de mes accompagnées ou des gens que je suis, que je connais ou que je suis parfois sur Facebook ou sur des groupes. Et ben, il y a des fois une phase où on est de nouveau en recul, l'énergie rebaisse, et il faut de nouveau se reposer. Donc là, c'est de nouveau une prise de conscience. Ben, qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça va durer? Comment je vais avancer face à ça? Est-ce que je vais être longtemps de nouveau dans cette phase de perte d'énergie et de repos? Et comme on a été beaucoup dans, c'est ce qui me vient là, dans le surinvestissement avant, au début du burn-out, on aurait envie encore de pouvoir se réinvestir dans de nouvelles choses et peut-être l'envie de se surinvestir qui viendrait te titiller, alors te dire bah, peut-être que tu peux y aller maintenant, c'est peut-être bon. On va y revenir en fait. Voilà, on y reviendra après. Ouais, sur les personnalités, parce que ça, oui. c'est vraiment un point important qu'on a remarqué toutes les deux. Alors, bon, pour revenir un petit peu en arrière, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un burn-out? Est-ce qu'il y en a différents types? Alors, le burn-out, déjà, ça n'est pas une maladie, c'est un syndrome d'épuisement. Après une période de souffrance plus ou moins longue, parce que ça dépend comment la personne va voir ce qui lui arrive, et on a été soumis à un stress prolongé souvent. Ça a duré une période assez longue, et du coup, c'est le stress chronique, on appelle ça, ou stress prolongé. En fait, on a voulu en faire beaucoup, trop longtemps, et on n'arrive plus à récupérer au bout d'un moment. Suffisamment, malgré si on a des repos, des pauses, des siestes, des week-ends, des vacances, la récupération ne vient plus comme avant. Voilà. Et à un moment donné, les batteries s'épuisent, on est vidé, nos batteries sont épuisées, l'énergie est vraiment descendue. Mais c'était dans une grande volonté de bien faire en fait. On n'a pas réussi à voir peut-être des petits signes d'alerte qui ont pu se présenter. Parce qu'on a pensé, on s'est dit, oh, bah, ça ira, on va continuer, ça va passer. C'est une petite phase de fatigue qui va pas durer. Voilà, on pense, mais bon, on en a déjà parlé ensemble. Hein. C'est des choses qu'on s'est dites, par exemple. Ouais, voilà. Et du coup, c'est une période où en fait, on est en dehors de ses limites, mais de façon longue, quoi. Et on voilà, oui. Dedans. Ah oui, et tu me demandais les différents burn-out, excuse-moi. Donc, il y a des burn-out professionnels et il y a des burn-out personnels aussi, comme par exemple un burn-out maternel, une maman qui va vivre un burn-out par surcharge, à un moment donné, beaucoup de choses à faire dans toutes les parts de sa vie, parce que même en travaillant ou en travaillant pas, on peut avoir beaucoup de choses à faire dans les différentes parts de sa vie. Ça peut être un burn-out familial, le couple qui a tellement de choses à faire, qui a du mal à voir par où prendre les choses. Ça peut être, voilà. Il y a parfois des gens qui sont des aidants familiaux qui font un burn-out parce qu'ils ont leur vie professionnelle. S'ils travaillent, ils ont leur vie professionnelle, leur vie privée, plus une personne qu'ils aident qui est dans leur famille ou un ami qui est malade ou âgé, ou même quelqu'un qui ne travaille pas, qui va avoir sa vie personnelle, plus la personne qu'elle aide, qui est malade, handicapée ou âgée. Et c'est vrai que le cumul de toutes ces choses dans lesquelles elle s'est engagée peut être trop pour la personne à un moment dans sa vie. Ou par exemple, il y a des fois des gens qui peuvent faire un burn-out suite à un décès d'une personne importante dans leur vie. Des chocs des fois dans la vie qui peuvent se présenter et créer cette situation de burn-out. Et donc, en fait, est-ce que quand on est en burn-out, on a l'impression que tout est inaccessible, inatteignable, qu'on n'y arrivera jamais Oui, il y a cette impression, cette sensation ou croyance. Après, ça dépend comment chacun... on se demande si on va réussir à en sortir maintenant. Et comment va-t-on être? Va-t-on pouvoir être la même personne qu'on était avant? Comment va-t-on retrouver un équilibre? Il y a tout ce questionnement. Est-ce que je suis devenue inutile, nulle? Il y a tout bon, on y reviendra après sur d'autres... Il y a tout un questionnement, est-ce que je vais en sortir? Quand? Comment? Est-ce que je vais me réintégrer avec les autres? Comment va être ma vie? C'est que quand tu es à l'intérieur du burn-out,
ok, tu es fatigué, mais enfin, moi je trouve qu'en fait, aussi le sentiment, c'est que tout te paraît une montagne en fait. Oui, 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 oui. Chaque petite chose voilà. s'accumule. J'avais une accompagnée qui m'a dit ça. Chaque petite chose qui arrivait en plus, elle avait l'impression qu'il y avait tellement qui s'accumulait, voilà, comme la montagne, oui, et qu'elle n'allait pas réussir à franchir tout ça. Oui, certes, pour certains ou certaines, ça peut être aussi ce sentiment qui émerge. Tout le monde n'a pas les mêmes sentiments, mais ça aussi peut arriver comme impression ou sentiment. Alors, tu parlais tout à l'heure de personnes qui, après un décès, par exemple, pouvaient faire un burn-out. Et justement, entre burn-out, dépression, finalement, est-ce que, quelles sont les limites? C'est quoi la différence? Alors, il y a le burn-out et la dépression. Et pendant un burn-out, on peut glisser vers une dépression aussi. Ça, je voulais le préciser aussi, parce que ça arrive aussi parfois que quand le burn-out dure très longtemps, on glisse aussi la dépression ou qu'on vive les deux. Ça peut arriver que ce soit cumulé ou glissé de l'un à l'autre. Ça, c'est aussi, voilà. Alors, par exemple, si on veut faire quelques petites différences, si on se dit on a l'un ou l'autre, ou on y glisse plus tard, ça peut arriver. Le burn-out, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir envie de se surinvestir avant, pendant et au début de la reconstruction. On peut encore avoir envie de continuer à gérer son rôle à la maison, même si parfois on est obligé de s'arrêter, on a arrêt maladie si on travaille, ou si on ne travaille pas, qu'on avait des activités dans les associations qu'on ne peut plus faire, on va quand même vouloir avoir envie de s'investir tout de même à la maison, de jouer quand même un petit rôle. Et des fois, on a envie d'en faire trop. Alors qu'en dépression, on peut avoir une sorte d'évitement, de fuite. On peut fuir un peu, être moins dans ce surinvestissement et être un peu plus dans la fuite. La fuite de certaines responsabilités ou essayer d'omettre des choses, se trouver des excuses. Ça peut être cette différence. Le burn-out, donc c'est ce qu'on avait dit, un épuisement, plus de ressources. Et en dépression, ce qui est plus caractéristique, c'est une tristesse, un désespoir, un vide qui peut se présenter. On peut sentir vraiment vide, comme si on ne servait plus à rien du tout et qu'on était vide à l'intérieur de soi, où il arrive parfois des gens qui sont en dépression, qui ne peuvent plus du tout se lever, ils n'arrivent plus à sortir du lit, du tout. Soit toute la journée, soit une partie de la journée, ou ils ne vont pas réussir à prendre leur douche, par exemple. Ça peut être des situations comme ça. En burn-out, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut avoir peu de conscience du trouble, tout au début, même quand on ne sait pas ce que c'est, ou avant, voire être dans le déni. Alors qu'en dépression, plus souvent, on reconnaît être souffrant et on peut être plus dans la plainte. Alors qu'en burn-out, les personnes, en général, ne se plaignent pas trop. Donc, il y a quand même un peu des différences. Je pourrais remettre un peu en commentaire des petites choses pour résumer 2-3 petits éléments s'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de tout lire ou qui veulent avoir un petit résumé après de 2-3 petits éléments. Et c'est vrai qu'il y a des petites différences, mais malgré tout, on peut vivre les deux ou glisser vers la dépression à un moment donné. Ce qui est quand même important de préciser pour moi. Et tu parlais du fait du déni, en fait, de ne pas s'apercevoir que... Ou de ne pas vouloir voir, peut-être. Je me demande si c'est pas que j'ai pas voulu voir. Alors, moi, j'avais quelque chose, en fait, c'est que j'avais de l'intuition et je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, des fois, j'avais comme l'intuition qui me disait « méfie-toi, prends une pause, machin ». Et je ne savais pas que c'était mon intuition qui me disait ça ou des ressentis qui me disaient de faire attention à moi, parce que bon, on n'est pas obligé de dire l'intuition. Et en fait, je continuais à agir. Mais j'étais autour de moi, avec des gens qui étaient beaucoup dans l'action. Donc, je suivais un peu ce mouvement par mimétisme de cette action. Et en fait, j'ai eu plusieurs fois des alertes. J'ai eu des problèmes de santé, parce que bon, les symptômes sont variés. Ça peut être psychologique, santé, des tas de choses. Et en fait, je continuais sans vouloir voir ou comprendre. Ou pouvoir voir, je ne sais pas pourquoi, mais... c'est ça, ou les nécessités. Après, moi, je me souviens que la première fois que ça m'est arrivé d'avoir
une période d'épuisement. J'arrivais même plus en fait à ouvrir mon ordinateur. Enfin, j'étais vraiment, Oui. ça demandait un effort mais surhumain. Mais moi, je l'ai vraiment, à cette époque, je n'ai pas du tout vu ça comme un burn-out. Je me suis dit, bah ok, je fais pas le bon boulot, je suis pas au bon endroit, c'est ça Mais tu quoi. te remettais en cause dans tes compétences ou dans tes valeurs ou... Exactement. Et après, ça m'est arrivé aussi une autre fois où alors j'avais des symptômes physiques, je me mettais à tousser et, à tel point que je finissais par, ça me faisait mal aux côtes, tu vois, j'étais en train de me déplacer des côtes tellement J'ai eu le problème de la toux chronique. Moi, je toussais tout le temps comme si c'était devenu une seconde nature. Tout le temps. Et je passais ma journée comme ça jusqu'au jour où j'ai un collègue qui s'est énervé. Ben bon, il s'est trop énervé, mais je ne m'en rendais même plus compte. Et j'en ai parlé à mon mari qui m'a dit oui, c'est vrai qu'en t'observant, en effet, à la maison, tu fais pareil. Tu tout sautes comme si c'était normal. Et oui, toi, tu as eu une toux à avoir mal aux côtes, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je suis allée voir le médecin et elle m'a dit, bah, je peux rien vous donner. Enfin, votre symptôme, ça va se guérir tout seul. Normalement, vous devriez pouvoir vous guérir toute seule. Et elle me dit, par contre, vous êtes épuisée et je vous fais un arrêt maladie. Et là, tu vois, ça m'a fait un choc en fait parce que déjà un arrêt maladie, j'avais déjà jamais été en arrêt maladie. Et oui, on est souvent des personnes qui n'avons pas l'habitude de se mettre en arrêt pour une petite fièvre, quelque chose. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en plus, en étant indépendante, tu vois, arrêt maladie d'une semaine. Ah oui, toi, tu étais déjà indépendante à l'époque, oui. Toi, tu étais déjà indépendante. Oui, parce que moi, ça veut rien dire parce que pour être indemnisée, tu attends 40 jours. Donc, mais le fait qu'elle me dise ça, ça m'a. Ben, je me suis reposée. Quoi. Après, je suis allée me coucher. Je suis restée couchée. Oui, tu as eu un choc parce que moi, en fait, j'ai pas eu de médecin ni de personnes autour de moi qui ont vu quoi que ce soit. Donc, c'était un déni aussi bien de moi que de mon entourage. Alors, peut-être que je cachais bien ma situation. Hein, Mais bon, il y a des tas de cas. J'ai une accompagnée qui, elle, allait reglisser vers un deuxième burn-out. Et elle a une amie avec qui je suis en contact, qui est thérapeute aussi, qui lui a dit j'ai une nouvelle collègue qui travaille pour les femmes avec le burn-out. Et peut-être tu pourrais la contacter, parce qu'elle lui a dit je crois que tu glisses. Et elle a été voir le médecin, elle lui a dit oui, j'ai l'impression que vous reglissez. Que le médecin l'avait déjà vu une fois en état de burn-out. Ça, c'est un truc vraiment important à dire aujourd'hui, c'est que quand on a un terrain de burn-out, entre guillemets, enfin, à vraiment surinvestir, on va parler des personnalités après, mais du coup, on a ce terrain-là, comme on peut attraper des otites facilement. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, ou tu as des gens qui ont un terrain pour l'anxiété ou un terrain voilà, c'est ça. voilà. Et donc quand on connaît ce type de processus et aussi quand on est allé au bout, c'est-à-dire qu'on a fait vraiment un burn-out, il faut vraiment être très attentif après parce que c'est pas parce qu'on en a fait un qu'on peut pas faire un deuxième. Ah non, oui, ben là, la personne allait en refaire un deuxième et je suis arrivée. Bon, il y a eu la chance que j'étais sur la route de cette personne qu'elle connaissait. Ouais, donc il faut vraiment être vraiment très. Ben là, du coup, son entourage était vigilant aussi. Après, parce qu'il l'avait vu la première fois dans cette situation difficile. Ouais. Et donc, moi, je suis vraiment arrivée à temps. Ça a été une chance du destin pour elle qui a fait que il y a des gens qui faisaient plus attention à elle suite à ce qui lui était arrivé. En effet, parfois aussi, ça peut être l'entourage, du coup, une personne extérieure comme un médecin ou quelqu'un qui peut… mais parfois aussi, on n'écoute pas. Hein. On dit oui, ben moi, tu vois, par exemple, je suis allée, quand j'ai eu cette toux chronique, avec le collègue qui s'est fâché dans le bureau, bon, avec qui je n'avais pas de très grandes affinités, mais bon, ça, c'est des choses de la vie, hein, comme partout. J'ai demandé à être reçue par son responsable, enfin, deux responsables à lui. Je savais qu'il serait dans l'écoute. Et donc, ils m'ont demandé de me faire contrôler par l'allergologue, puisque j'ai aussi un terrain allergique, asthmatique. Et l'allergologue m'a dit que j'étais fatiguée, mais jamais il n'a pensé que je pouvais vivre un burn-out. Il m'a dit, oui, vous êtes fatiguée et stressée.
Donc, il a revu mon traitement, on a revérifié, il m'a donné quelque chose pour calmer cette toux qui était un peu devenue trop habituelle pour moi et ses allergies. Mais il n'a pas eu l'idée, bon, c'est vrai que je le voyais qu'une ou deux fois par an, de dire peut-être vous pourriez aller voir votre médecin traitant ou voilà, parce que c'était pas sa spécialité non plus. Mais ouais. Mais voilà. même quand même les médecins ne sont pas forcément, ils disent oui, vous êtes fatigué, épuisé. Oui, mais ils ne savent pas toujours que c'est le burn-out ou à quel point tu en es. C'est un peu, en fait, on emploie le burn-out. Moi, j'ai l'impression quand c'est trop tard qu'on est dedans, quoi. Oui, on finit par chercher parce qu'on ne comprend plus, parce que la personne, moi, ça m'est arrivé du jour au lendemain, j'ai pas réussi à retourner travailler, j'ai été arrêtée 3 semaines, j'avais des vacances derrière, j'ai tenté le retour au travail, ça a été une catastrophe. Je suis retournée chez le médecin et là, le médecin a dit, bon, là, je pense que vous êtes on va chercher, mais je pense que vous êtes en burn-out là, cette fois-ci. Et là, ils m'ont dirigée vers un psychologue et un psychiatre pour s'assurer que c'était bien ça définitivement. Mais c'est vrai que c'est parce que je suis venue en arrêt maladie longtemps, chose qui ne m'était jamais arrivée. J'avais dû être arrêtée peut-être 4 jours pour une grippe qui était virulente, mais c'était tout sur 17 ans de carrière. Donc, alors justement, voilà. pour les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter en fait? Alors oui, ces signes précurseurs, d'ailleurs, je les mettrai après pour ceux qui veulent noter, parce que c'est vrai que pour eux et leur entourage, je pense que c'est important. Alors, soit soi-même, soit quelqu'un de l'entourage voit, parce qu'il y aura peut-être des gens qui sont de l'entourage qui vont nous écouter. Alors, si on sent ou qu'on voit que la personne a une sensation d'être totalement débordée, alors que ça n'est pas son habitude, en général, d'avoir l'air totalement débordée, ça peut être un signe. Une personne qui a une fatigue intense dès qu'elle se lève le matin. Bon, parce que parfois, on met un petit peu de temps à sortir du sommeil, mais il y a une fatigue intense et qui ne la quitte pas. Et elle va toujours dire qu'elle est fatiguée, on va la voir bâiller, ou elle se tient la tête. Dès le matin, elle a l'impression que sa tête est très lourde, comme si elle n'avait pas dormi alors qu'elle a dormi. Ou même si elle a eu quelques réveils nocturnes, elle a quand même dormi. Donc ça peut être un signe. Des personnes, alors après ça dépend, mais il y a des personnes qui ont l'habitude d'avoir un peu d'activité physique, même si c'est doux, même si c'est quelqu'un qui a l'habitude de marcher un peu, même s'il fait de la gym douce ou de la piscine doucement, la personne peut s'en désintéresser. Ou alors même quelqu'un qui est plus sportif et puis qui peut doucement commencer à se désintéresser de cette activité sportive ou de bien-être. Ça peut être du yoga, ça peut être des tas de choses. Commencer à s'en désintéresser petit à petit, jusqu'à plus trop vouloir y aller. Voilà, ça peut être des choses. Alors, la personne peut avoir un manque d'appétit ou trop d'appétit des fois, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et soit ne plus avoir faim, soit manger, grignoter sans arrêt alors que d'habitude, ce n'est pas quelque chose qu'elle fait. On peut avoir une perte de confiance et d'estime de soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on se sent moins compétent, qu'on s'interroge. Est-ce que je suis encore compétent pour ça? Est-ce que je dois encore faire ce travail? Voilà, ou même sur sa valeur personnelle. Est-ce que vraiment je suis encore utile? Qu'est-ce qui m'arrive? On peut avoir aussi des fois des émotions qui disparaissent, on les enfouit. On ne veut pas déranger. Moi, j'ai eu ça. Parfois, j'étais en colère ou j'avais envie de pleurer, mais j'aurais été me planquer dans les toilettes pour pleurer. Et après, j'aurais été me remaquiller pour surtout pas qu'on me voie triste ou ne même pas, par exemple, on n'est pas content, on n'est plus capable de dire tu dis ça ou tu fais ça, ça me dérange. Alors que d'habitude, on aurait peut-être osé le dire à son collègue ou sa collègue, et là, on ne dit plus. Ça peut arriver des fois d'enfouir un peu les émotions. Et même à la maison, de finir par le faire. Moi, il m'arrivait d'attendre que tout le monde soit couché pour pleurer. D'accord. Donc, pour en fait, pas... c'est quand même aussi pleurer, avoir des émotions. Et oui, mais les cacher, en fait, on les cache. Quoi. Ou pleurer à tout petit, alors que normalement, on pleurerait un peu plus... On réduit vraiment l'émotion, ou des fois, il y a des gens qui s'interdisent d'être tristes, en colère, parce que ça ne se fait pas. Parce que ça peut déranger, ça peut gêner. Comme il y a des gens qui n'aiment pas les émotions
trop forte dans notre société. Bon, ça commence un peu à s'améliorer, tout ça avec alors, les ça veut émotions. dire quand même que les émotions refont surface, quoi. C'est comme des alertes. Après, elles refont sur moi. Après, on a des vagues d'émotions fortes après le burn-out. Elles reviennent après le burn-out. Avant, ce que je veux dire, c'est que les émotions sont plus présentes. C'est ça? Ouais, mais tu les exprimes pas, en fait. Ouais, elles Ouais, sont c'est plus ça. présentes, voilà. Mais toi, tu Plus t'en rends présentes. compte. Ouais. Après, tu le réalises, mais Ouais, c'est ça. pendant que tu es dans la situation, en fait, c'est le truc de tellement pas vouloir déranger. Moi, j'avais un peu ce truc-là. Pas déranger, pas faire trop, pas que ce soit trop, ça se manifeste trop, etc. On aseptise un peu tout ça pour entrer dans une espèce de moule. Alors moi, j'étais pas normalement. Moi, je sais maintenant que je suis pas la personne dans le moule, mais j'ai tellement essayé de rentrer dans le moule de notre société. Et faut pas. Il y a des gens qui disaient faut pas être trop excessif, faut pas ci, pas ça. Et du coup, on essaye malgré soi, on essaye de cadrer dans ce schéma qui n'est pas qui nous sommes, mais bon, on le sait même pas. Donc, oui, c'est ça. Du coup, on tient aussi avec les injonctions extérieures et ce qu'on attend de nous. Voilà. Et du coup, on se dit, OK, il faut que je sois conforme à ce qu'on attend, à ce que je dois faire, à ce que... ça ne vient pas forcément de l'extérieur aussi, c'est même soi. Hein, parce que même soi-même, des fois, on croit que les autres attendent de nous ça, alors qu'en fait, peut-être qu'ils n'attendent rien. Ou même quand tu es entrepreneur, tu te dis, c'était toi-même à te dire, allez, non, il faut que tu continues, allez, sois persévérante, travaille plus, ça va venir. Ou même des fois, entre nous, on se le dit, va pas trop vite, parce que on voudrait entrer dans l'action et que les choses se passent comme on l'avait imaginé, en fait. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses inhabituelles qui arrivent, mais ce qui est difficile, c'est que comme ça arrive un peu par petites touches, c'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Ouais. Et qu'après, en fait, il y a quand même... on a des signes et qu'on ne veut pas voir, quoi. Voilà. Et par exemple, tu vois, moi, à un moment donné, parce que comme je voulais tellement entrer dans ce moule, à la fin, tu n'es plus toi-même et dans ton inconscient, tu dois quand même le ressentir. Et je m'étais un peu désocialisée de certains amis que je voyais moins parce que j'avais ce souci qui devait être latent, que je devais bien ressentir tout au fond de moi, un peu caché. Il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, j'avais moins envie de voir les gens. Et j'ai dû réduire petit à petit certaines relations. Ou trouver des excuses en disant mes enfants sont petits, je suis occupée, je dois les emmener là, etc. Mais peut-être que finalement, des fois, les enfants jouaient à côté de moi, tel ami aurait pu passer me voir quand même avec son enfant. Mais on trouve un peu des excuses, comme il y a un mal-être qui doit être latent. Caché, quoi. Caché. Voilà, et pour cacher un peu ce mal-être latent que peut-être l'autre pourrait voir. Et qu'est-ce qu'on en fait, comme on ne sait pas ce que c'est, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Voilà. Alors, la question qu'on retarde depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a des types de personnalités qui sont plus sujets au burn-out que d'autres? Il y a des types de personnalités, c'est des gens qui sont un peu consciencieux, impliqués, qui aiment s'impliquer dans leurs projets, leurs activités, ou même chez eux, qui aiment être impliqués dans ce qu'ils font, même des projets personnels pour les vacances, ils aiment s'impliquer, que ce soit bien fait, essayer de faire des recherches pour que ce soit chouette, que ça plaise à tout le monde, etc. C'est aussi des personnes qui accordent une valeur importante au travail ou à la tâche à accomplir, même si ce n'est pas un travail professionnel. Et puis voilà, oui, ce qu'on disait, l'envie de bien faire pour tous, qui mène parfois un petit peu à du contrôle, un peu de perfectionnisme. Que les choses soient faites un peu dans les règles de l'art, les règles de l'art qu'on s'est mises à un moment donné, ou dont on nous a parlé à un moment donné. Et alors parfois, il y a des personnes, parce que on n'a pas toujours toutes les caractéristiques, il y a des personnes qui ont du mal à dire non, ou qui finissent par avoir du mal à dire non. Ou des gens qui peuvent être un peu sensibles à l'évaluation ou à la vie extérieure. Ils sont un peu en recherche d'accomplissement, je cherche le mot. Réalisation.
de de reconnaissance. réalisation ou de considération. Voilà. C'est ça que je cherchais. Mm. Qui ont besoin qu'on leur dise, bah ouais, t'as fait ça, c'est chouette. Et parfois, bah, ça peut être oublié dans la vie ou au travail. Donc, du coup, il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est des personnes qui aiment ce qu'elles font, en fait. Oui, ben en fait, c'est pas. Alors, c'est ce qu'ils disent dans certains bouquins, parce que je lis beaucoup de choses ou je regarde des textes, des reportages. Et j'ai un livre où ils disent ça arrive plutôt aux bons éléments, à celui qui est passionné, enthousiaste, qui a envie de Oui, parce que faire ceux qui quelque ne le chose. sont pas, Ben, ils ont peut-être ont mis leur le vie lâcher ailleurs. prise. Ils ont peut-être le lâcher prise plus facile, ou de se dire ben ça le satisfait pas, et ben je m'en fous. Bon, c'est un peu vocabulaire populaire, mais il y a des personnes, et c'est vrai que moi, fut un temps, j'admirais presque ça, parce que j'avais beaucoup de mal à me dire je m'en fous. Bon, à force de travail personnel, on finit par le développer un peu et apprendre un peu à lâcher prise. Mais c'est vrai que toute la période où je ne savais pas, j'étais en apprentissage pour aller vers ce lâcher prise et se dire un peu le regard de l'autre, ce qu'il pense, son idée, sa vision, ça m'importe peu. Mais le temps que tu es sur ce chemin-là et que tu cherches à arriver à cet objectif, c'est vrai que à la base, tu n'es pas quelqu'un qui sait se dire c'est pas grave, peu m'importe. Ouais, donc ça, c'est un truc important à dire que même quand on est passionné, justement quand on l'est, on doit être plus attentif à écouter ses limites et parce qu'on est plus susceptible en effet Bah, tu vois, dans mon expérience, j'ai suivi un sommet du burn-out qui a été fait par des naturopathes qui sont reconnus et qui vivent vraiment bien de leur activité. Et il y en a une qui disait, oui, elle est tellement passionnée, elle a eu un enfant il y a 1 an, je crois, et elle disait qu'en fait, elle est tellement passionnée, elle est obligée de se mettre des limites d'horaire, sinon elle ne viendrait jamais avec son compagnon et son enfant, parce qu'elle aurait toujours l'idée d'une nouvelle chose à créer pour son métier de passion qu'elle a trouvé et qu'elle a trouvé après dans une deuxième carrière. Et elle aurait toujours envie de créer plus, mais après, elle se reposerait plus, elle passerait plus de temps avec elle-même pour se recentrer ou avec les gens qui sont importants pour elle. Donc, c'est vrai qu'après, c'est toute une histoire de se mettre des limites, des horaires et de se dire, à un moment donné, il faut que j'arrête de travailler, il faut être raisonnable. Parce que c'est vrai que quand tu travailles de chez toi ou que tu es auto-entrepreneur, même si tu as un local, tu peux emmener ton ordinateur et avoir envie de refaire des choses chez toi. Alors que quand tu es au bureau et que, bon, sauf ceux qui ont un ordinateur, ils peuvent travailler de chez eux, mais moi, j'étais employée, j'ai rarement emmené du travail à la maison. Ça m'est peu arrivé. Alors après, ça dépend du niveau de responsabilité qu'a la personne. Après, le burn-out, c'est aussi, c'est un peu incroyable parce que ça peut arriver à tout poste, tout niveau, tout secteur d'activité maintenant, tout âge, homme, femme. Souvent aussi, j'avais entendu ça, l'entourage aussi parfois ne comprend pas ce que c'est que le burn-out. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le burn-out est peu connu ou mal connu. Et comme on en parle, ou si on n'a pas vu quelqu'un qui l'a vécu et qu'on a réussi à comprendre ce que c'était et à se mettre à l'écoute et à cerner ce qui se passe, en fait, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que ça peut être long à s'en remettre totalement, et on ne peut pas redevenir celle qu'on était avant. Alors déjà, il faut l'accepter soi-même, celui ou celle, parce que ça arrive hommes et femmes. Et l'entourage a du mal à comprendre parce qu'il ne te retrouve pas. C'est ça, parce que je discutais avec un copain et il me disait, mais ma femme, elle comprend pas. Ok, je suis en arrêt maladie, je vais pas reprendre le travail parce que je suis proche de la retraite et tout. Et elle comprend pas parce que comme le travail n'est plus là, on dit ok, on reprend comme on faisait avant, mais en fait, il peut plus lui. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant, quoi. Pas pour l'instant, mais de toute façon, la chose à retenir, c'est qu'il faut trouver un nouvel équilibre. On ne peut plus être la personne qu'on était avant dans une sorte d'activité trop forte, de surinvestissement, peut-être, je dirais plutôt surinvestissement qu'hyperactivité, dans la force, dans le pas de limite, parce que le corps et l'esprit ne veulent plus. C'est ça. C'est ça qu'il y a eu un stop à un moment donné.
Ouais, qu'on n'a pas voulu écouter ou qu'on entendre. n'a pas pu voir ou pas voulu, enfin on ne sait pas pourquoi on ne l'a pas vu. Alors certains peuvent le voir parce que des fois on peut dire comme l'entourage qui va signaler ou on va se dire tiens qu'est-ce qui m'arrive où il y a des gens qui vont dire tiens tu as un comportement bizarre là aujourd'hui et peut-être qu'on va avoir un choc et qu'on va se dire tiens qu'est-ce qui se passe et qu'au bout de plusieurs qui vont dire tiens mais qu'est-ce qui t'arrive, on va peut-être s'interroger ou où on va se dire bah, tiens, il se passe quelque chose et on va finir par en parler, on va peut-être chercher. Alors, ça peut arriver que des gens le voient rapidement ou qu'il y ait quelqu'un autour qui dise tiens, qu'est-ce que tu vis? Est-ce que c'est qui l'interroge un peu? Est-ce que c'est un burn-out? Est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est un harcèlement? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ça. Et c'est vraiment important de se dire, si vous nous entendez, et si vous connaissez ça, si ça vous Si arrive, vous voyez quelqu'un qui vit un peu si vous ça. voyez quelqu'un, c'est vraiment important d'éviter au maximum d'aller au burn-out parce que c'est ce qu'on dit. Après, il y a un avant, un après. On n'en sort pas totalement. Ça laisse des Après, il faut un temps et il faut trouver. Et ça dépend parce que des fois, la perte d'estime peut être énorme, la perte de confiance peut être très grosse. Donc, c'est vrai que. Et même après, quand on s'en remet, c'est plus pareil, en effet. Je suis d'accord avec toi. Il y a des choses qui sont différentes. Jusqu'au jour où on va accepter et qu'on va se dire, finalement, c'est un cadeau que la vie, elle me fait de me montrer les alertes maintenant. Et si je ne les vois pas, elle me les montrera plus fortes et je vais bien être obligée à un moment donné de. C'est ça. Bon, même si j'aime pas trop dire il faut et obligé, etc. C'est un peu de la contrainte. Mais c'est vrai que moi-même, j'ai eu des alertes. Et encore après, quand j'étais presque reconstruite, il y a des fois où je voulais encore faire des choses à des moments où j'étais trop fatiguée. C'était la fin de la semaine et mon corps demandait le stop. J'ai eu un accident notamment totalement incongru qui n'aurait jamais dû arriver 2 fois de suite. J'ai tapé la voiture à un endroit qui était improbable. J'aurais pu parler à plusieurs personnes, mais c'est pas possible. Je me suis mis à utiliser un outil que je vous donne là comme ça, c'est écrire pour me dire qu'est-ce qui se passe. Je vais chercher en écrivant pour un peu m'introspecter. Et de cette écriture est venu à un moment donné le fait que la fatigue est stop le vendredi après-midi. On n'emmène pas tout le monde partout, mais pour un truc qui n'est pas urgent, quoi. Le vendredi après-midi, j'avais dit à une personne, non, moi je t'emmène plus à droite à gauche le vendredi après-midi. Il faut que je fasse un peu une pause. On ira à pied. Je veux pas y aller en voiture. Parce que là, il y a quelque chose qui me dit doucement. Alors c'est vrai que quand c'est comme ça, quand je n'avais pas de rendez-vous, c'est mercredi après-midi, ni privé ni professionnel, je faisais une pause et je faisais des choses pour moi. J'allais me balader, je prenais un bain, c'est ça. une méditation, un film. C'est vraiment important, en fait, qu'on ait vécu un burn-out ou qu'on ne l'ait pas vécu, c'est de prendre du temps pour soi, mais des vrais temps de pause où on n'a rien à penser. Oui, et s'il n'y a aucun rendez-vous, aucun impératif. Voilà, même le sport, parfois, c'est pas forcément, ça dépend comment on le vit, mais parfois, ça fait du bien, ok, mais on attend aussi une performance de son corps, on attend... voilà, donc... Moi, j'ai développé ce truc de me dire, il faut que je fasse une pause, mais de quoi j'aurais besoin? Comment je me sens là, maintenant, dans cet instant où j'ai besoin d'une pause? Et en fonction, par exemple, je me sens lasse, j'aurais pas été courir ou aller à la piscine faire des longueurs. Donc, je me sens lasse. Est-ce que j'ai besoin de m'allonger carrément, de dormir, ou juste de m'allonger pour prendre un temps de silence? Est-ce que j'ai besoin d'être dans le noir? Est-ce que je veux écouter une musique apaisante? Est-ce que j'ai envie de faire méditation ou d'en écouter une sur Internet si je ne sais pas encore méditer ou si je n'ai pas envie d'apprendre à méditer, voilà. Et de me dire, voilà, je me sens comme ça, de quoi j'ai besoin. Tout à fait. Et déjà encore, faut faire un stop sur image en disant, ok, comment je me sens? Voilà, il faut avoir c'est des choses qu'on acquiert et parfois avec de l'aide, parce que parfois seul, on ne peut pas apprendre cette route où on a besoin de quelqu'un sur la route pour nous donner des petites idées d'outils à tester et d'en tester plusieurs jusqu'à voir ce qui va nous parler le plus ou en avoir quelques-uns pour en fonction de comment je suis ce jour-là, lequel je teste. Alors du coup, tu proposes un accompagnement. Donc, est-ce que tu peux pour les personnes du coup qui ont malheureusement sont allées jusqu'au burn-out,
Voilà. Donc, je propose un accompagnement de 4 mois. Alors, pour aller vers l'autonomie, voilà, j'accompagne, je donne des pistes, il y a des étapes, mais pour que vous puissiez après vous saisir de ces outils, en avoir un certain nombre et pouvoir aller vers l'autonomie vous-même après dans votre vie. Alors après, des fois, après les 4 mois, parfois, il arrive que quelqu'un souhaite reprendre des séances, c'est possible, tout de suite ou plus tard, sans être engagé pour les 4 mois. Après, comme on a déjà été engagé 4 mois, on peut reprendre des séances à la carte en plus, tout de suite, plus tard, dans 6 mois, dans un an, c'est toujours des choses possibles. Excuse-moi, je te coupe, mais tu dis qu'il y a des étapes. Alors, c'est quoi les étapes de reconstruction? Alors, on en choisit 4 ensemble, souvent. J'en ai plus, mais tout le monde n'a pas besoin de toutes ces étapes. Alors, la première étape, c'est l'acceptation. Comprendre ce que j'ai traversé, voir un peu comment je me sens face à tout ça, pour commencer à retrouver un peu d'énergie. Pas accepter, parce qu'on n'a jamais été en arrêt maladie, on se trouve en arrêt maladie. On a vécu peut-être d'autres choses autour de ce burn-out qui était peut-être professionnel. Et quelles sont toutes ces choses, comment je les ai ressenties, comment je me suis sentie face à telle situation que j'ai vécue avant et avec l'arrêt maladie et pendant la phase de repos. Donc, on reprend un peu ensemble tout ça pour faire un peu le… Ouais, en fait, il faut faire un peu table rase, quoi, et se dire, OK, j'ai eu ça, je ne peux pas faire comme si ça n'avait pas existé. Voilà, il faut accepter, il faut se dire, Voilà, bon, bah, c'est comme ça, j'avais ça à vivre, même alors, si… je me suis cassé la jambe, bon, maintenant, je ne peux plus faire exactement la même chose. Voilà, même si ça me paraît, mais il y a des gens, des fois, c'est pas le burn-out qu'ils vont vivre, ils vont vivre une maladie, il y en a qui vivent la fibromyalgie, il y a des tas de choses qui peuvent se passer pour dire stop. Il y a d'autres choses que le burn-out pour dire stop aussi. Bon, nous, on est dans ce cas du burn-out. Donc, il faut, j'avais ça à vivre. Comment je me suis sentie dans tout ça, comment je me sens maintenant face à tout ça, parce que pour pouvoir se dire, bon, maintenant, faut que je le digère, on va le digérer ensemble, je vais vous donner la main pour qu'on avance sur déjà ce que j'ai vécu. Après, il y a une phase où on va voir… Je vais ajouter, si on ne passe pas par cette phase d'acceptation, finalement, on repart, mais on repart exactement dans le même cycle. Oui, on repart parce que dans la phase d'acceptation, on parle aussi un petit peu de comment on s'est senti et on prépare la phase d'étape d'après qui a apaisé son émotionnel de maintenant. Mais il faut d'abord revoir comment on s'est senti et comment on se sent maintenant d'avoir vécu tout ça, ou toutes ces phases qu'on aurait aimé ne pas vivre, parce que personne n'aurait voulu vivre un burn-out. Personne n'a envie de vivre ça, mais bon, il est là, il était à vivre. Bon, donc c'est ainsi, quoi. Donc voilà. Et après, on regarde un peu l'émotionnel, parce que des fois, l'émotionnel ressort, comme on disait tout à l'heure, puisqu'on a pu un peu l'aseptiser ou ne pas trop le dire tout le temps, ou le dire qu'à des petits moments et un peu le cacher. Donc après, alors dans l'émotionnel, il y a les peurs aussi, hein, parce que, comme tu sais, la peur fait partie des émotions. On regarde aussi s'il y a des souffrances, des blessures. Enfin, il y a tout un package autour de tout ça pour identifier un peu, j'ai ça, mais d'où ça peut venir, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc pour réussir à… Et on a aussi toutes ces pensées négatives, ces cogitations qui peuvent venir aussi comme on se sent pas bien, qu'on a des émotions trop fortes et qu'on se demande… le mental qui est très fort. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, du coup, il y a tout ça à un petit peu reprendre un par un, voir ce qui se passe et trouver des techniques pour… alors, j'ai des outils, divers outils, dont certains de pleine conscience, de développement personnel, Oui, ce que j'avais de trouvé PNL. vraiment intéressant quand on avait parlé la première fois, c'est que tu as beaucoup d'outils à la disposition des gens et que en effet, tu sélectionnes ceux qui sont… Et je vérifie avec la personne que ça lui plaît, que je lui en donne plusieurs, elle essaye après, parce qu'on ne peut pas toujours tout essayer pendant les séances. Elle essaye après, elle me redit si c'est bien, si ça n'a pas tout à fait convenu, on cherche autre chose, pour trouver ce qui est juste pour elle dans sa situation, en fait. Ou dans ce qu'elle a vécu, parce qu'en fonction de ce qu'on a vécu et qui elle est, voilà, c'est très individualisé. En fait, je m'adapte un peu à qui est la personne pour qu'on arrive à… En fait, c'est ce qu'on s'était dit
une deuxième fois ou une troisième fois, on s'était parlé. C'est comme dénouer, en fait, un peu tout ce qui est bloqué pour après qu'elle puisse, avec mon aide, reconstituer son puzzle. Donc, en fait, la première phase, c'est accepter. Ensuite, on pourrait dire la deuxième phase, c'est tu fais le ménage un peu. Apaiser son émotionnel. La troisième, qui est souvent importante, parce que souvent, les personnes sont demandeuses, c'est la confiance et l'estime, qui sont différentes, mais qui vont de pair quand même. Ouais, ça travaille quand même ensemble. Quoi. Et après, des fois, on en choisit une quatrième, parce que certaines personnes, c'est les relations, d'autres, c'est poser leurs limites, parce qu'il y a des gens qui ont peu de mal à poser leurs limites. Alors, dans la confiance, il y a aussi la partie, tout ce qui est dire les choses, dire non, s'affirmer, prendre sa place, ou reprendre sa place qu'on a pu oser prendre. Et donc, après, on choisit où il y a des personnes qui ont besoin, des fois, de plus travailler sur prendre soin d'elle, se faire passer en priorité. Donc, en fonction de la personne va choisir la quatrième étape qui semble mieux lui correspondre. Et des fois, on réajuste pendant les séances parce qu'à la fin de la troisième, elle me dit, bah non, finalement, et est-ce qu'au fur et à mesure de ce processus, en fait, du coup, c'est au fur et à mesure du processus que de nouvelles envies arrivent ou comment? D'accord. Donc, en fait, petit à petit, les envies arrivent et en fait, je les ramène à faire des petites choses pour elles, tout doucement, petit à petit, la théorie des petits pas, comme on appelle. De tenter une nouvelle chose petit à petit. Donc, les envies et le nouveau projet, il arrive. Alors, le nouveau projet, alors si c'est un projet professionnel, il ne va pas forcément émerger avec moi, ou ce sera peut-être l'objet d'une prochaine offre, parce que après, quand on voit beaucoup mieux, peut-être qu'après, des fois, s'il y a l'envie d'un nouveau projet professionnel, il y a peut-être à travailler là-dessus. Mais c'est vrai que ça permet déjà de tout remettre à plat et de se sentir déjà beaucoup mieux et de retrouver un équilibre. Alors, il y a des accompagnés qui n'ont jamais, qui retournent au travail avec moi, hein, mais dans d'autres conditions. Elles arrivent à demander, à communiquer, à poser des limites. Et donc, on arrive à trouver dans aussi ce sac de nœuds du travail, des fois, qui a été en partie responsable, quelles étaient les responsabilités de chacun et comment on pourrait voir les choses autrement, ou comment on peut oser dire, on peut oser demander un réaménagement, comment on peut oser aller discuter si les gens semblent ouverts à la discussion, parce que parfois… Oui, puis on a aussi chacun une part de responsabilité aussi. Oui, on a aussi sa part de responsabilité. Donc, peut-être qu'il y a des fois, on n'a pas dit, qu'on aurait peut-être dû dire et qu'on doit… Voilà. Donc, revoir ses responsabilités. Quelles sont les responsabilités d'autres? Est-ce que je peux entamer un échange avec l'autre? Est-ce que je peux demander à répartir les tâches? Est-ce que je peux oser dire les choses un peu? Par exemple, je sais, j'avais une personne… en réunion, les autres, ils osaient un petit peu s'affirmer et s'énerver, et elle n'osait pas le faire. Elle se dit, mais sans vous mettre en état de colère intense, mais on peut juste dire, ça ne me convient pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut échanger un petit peu là-dessus, soit ensemble, soit dans le privé avec une ou deux personnes hors réunion, si toutefois, après, c'est plus spécifique avec deux personnes. En fait, c'est vraiment se faire passer avant, quoi, et oser dire comment on se sent. Pouvoir être disponible justement pour ce qu'on a à faire et pour les défis qu'on se donne. Voilà, ou par exemple, il y a des gens, tu sais, on vient sans arrêt les déranger dans leur bureau et ils n'osent pas dire à la personne qui ne pense pas, excuse-moi, quand tu arrives, que tu arrives à toute vitesse dans mon bureau, est-ce que tu peux me demander si tu me déranges, si je suis occupée, est-ce que je ne vais pas avoir une réunion ou un appel ou quelque chose? Parce que des fois, ce genre de… la personne ne se rend pas compte, celle qui arrive soudainement et qui fait sa demande, et comme si tu étais tout le temps dispo, quoi. Parce que comme tu réponds aux sollicitations, la personne, elle ne sait pas si tu es occupé ou pas, comme tu ne lui dis pas. Et en fait, c'est apprendre à poser des limites, parce qu'après, des fois, la personne, on l'a dérangée et elle reprend son travail, elle ne sait plus où elle en était. Parce qu'elle se fait déranger 15 fois. Elle n'ose pas dire au bout d'un moment, écoute, il faut que je me concentre là-dessus, je dois le rendre pour demain ou dans 2 jours. Et en fait, elle, après, dans sa propre tâche, elle est déconcentrée ou perturbée.
Mais c'est vrai que Du coup, c'est oser reposer et dire aux gens, bah, est-ce que tu pourrais me demander, attends, là, je suis occupée, est-ce que ta demande est urgente, qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que ça, tu peux plutôt me l'écrire par mail et je te réponds maximum dans tant de temps parce que tu me dis qu'on peut attendre? Ou quand on a, par exemple, on va nous demander, on va demander à la personne des tas de tâches et à la fin, tu sais plus pour quand il faut les faire. Donc, juste dire, est-ce qu'on peut se voir? Vous m'avez donné ça, ça, ça. Vous m'aviez dit ça pour telle date. Est-ce que c'est toujours bon? Tu vois, pour un peu. Après, quand on a parlé des personnalités qui étaient plus sujettes au burn-out, en tout cas, je sais que moi, je fais partie des hypersensibles. Et du coup, j'ai des limites je me suis aperçue que j'ai des limites qui sont bien plus étroites que les autres. Il y a des choses que les autres supportent et que moi, c'est juste pas possible, quoi. Et en parlant ça me fait penser à une anecdote de ce que tu dis, où je me rendais compte, j'étais dans un bureau où en fait, je le partageais avec deux personnes qui étaient tout le temps en colère. Et au bout d'un moment, mais j'étais tellement... ça me fatiguait, quoi. Et moi, j'avais besoin de me concentrer. Et un jour, je sais plus, j'ai eu un petit rhume ou je sais pas quoi. Puis je me dis, bah tiens, je reste bosser à la maison. Puis c'était OK pour une supérieure hiérarchique. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était l'ambiance, juste l'ambiance, l'énergie du bureau de ces deux femmes tout le temps en colère qui me fatiguait, quoi. Et puis, on n'ose pas toujours le dire, on ne sait pas toujours comment le présenter. Ou... Bah là, c'était pas possible. Il fallait en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'allais travailler ailleurs. D'ailleurs, j'ai fini par changer de bureau. Oui, bah, des fois, on ne peut faire autrement que de fuir, d'aller ailleurs. Mais bon, on peut pas, il n'y a pas toujours possibilité de l'échange, de la communication. Des fois, la solution se trouve dans aller à un autre endroit travailler, si c'est possible, ou demander d'aller à un autre endroit. Je demande à tous mes collègues, mais il n'y a pas de la place dans ton bureau, je ne pourrais pas, là, je sens que... Oui, non, mais après, c'est aussi se protéger. Parce que toi, tu ne peux pas travailler dans cette ambiance un peu agressive. Ah non, c'était pas possible. Et c'est se connaître que de se dire, bon, bah là, je sens que c'est plus possible. Alors, soit je leur dis si je vois qu'elles peuvent discuter, soit je trouve une alternative pour aller ailleurs. Voilà. Donc, super. Alors après, voilà, dans l'accompagnement, il y avait aussi quelque chose que je voulais rajouter. Il m'arrive souvent de conseiller aussi une activité corporelle pour se ressourcer. Parce que ça me fait penser à toi, ta pratique. Bah oui. Pour revenir un peu dans le corps. Je ne sais pas si tu peux nous là, dire... c'est vraiment primordial parce que vous voyez, dans tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est hyper important. Si on arrive jusqu'au burn-out, c'est qu'on ne s'est pas écouté, c'est qu'on n'a pas écouté ses ressentis. Et c'est vrai que dans la danse intuitive, c'est des espaces où on revient dans le corps, où justement on prend du temps pour juste ressentir, écouter qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Et aussi, on a parlé pendant la discussion du mental et que c'est fatigant aussi à un moment donné quand on se retrouve dans une situation qu'on n'arrive pas à gérer. Le mental, il a tendance à vraiment augmenter, à nous envahir de trucs pour essayer de trouver des solutions. Et ça, en même temps, ça nous empêche de la trouver parce que ça nous épuise encore plus. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est vrai que dans cette pratique corporelle de la danse, ça permet vraiment... c'est comme de la méditation dansée, en fait. En mouvement, de la méditation en mouvement. Et ça permet, en effet, de revenir au corps et de faire redescendre le mental. Donc, ça fait partie des pratiques qui sont vraiment préconisées. C'est pas la seule, bien sûr. Oui, ça peut être complémentaire du coaching. Dans le coaching, on fait aussi des exercices de respiration, de relaxation, etc. Mais il y a aussi tout un échange et ça permet d'avoir une pratique qui soit dans le corps et qui ne soit pas que discussion, méditation, relaxation, respiration, marche. Du coup, ça apaise. Et même après, en fait, quand on est quand on est fatigué ou quand on vit des phases d'épuisement, même de continuer, c'est quelque chose qu'il faut... En tout cas, moi, maintenant, c'est ce que je fais parce que j'ai plus le choix. En fait. Je pense que ça consolide après. Voilà, ça consolide. Moi, tu vois, par exemple, je me suis mise à faire du Qigong ou du Tai Chi Chuan, j'ai trouvé la pratique ensemble.
Et en fait, ça t'équilibre parce qu'en fait, par moment, ça m'arrive encore, comme nous tous, hein, que le mental vienne me voir de nouveau et vienne vouloir que je sois trop dans l'action. Hein, comme ça, voilà, on est un peu dans une société où on Tendance, est en pas fait, mal dans hein. l'action. Voilà. Absolument. Et de ce fait, c'est vrai que ces pratiques corporelles où tu es dans du mouvement, Mm. ça te permet de revenir dans le corps et de sortir un peu de ce mental qui essaye de nous appeler Mm. à toujours agir, Ça. et pour un Et peu c'est important juste de savoir. être, Ouais, ne c'est ça, pas toujours exactement. faire, mais être. C'est ça. Et justement, c'est ce que j'allais ajouter, c'est que c'est important d'être dans une pratique qui n'a pas d'objectif de performance. Parce que c'est Voilà. un objectif de faire, d'obtenir une performance. Alors qu'il faut Ouais. vraiment choisir des pratiques corporelles où il y a pas d'autre objectif que d'être présent là dans Oui. l'instant. Mm. Ok, super. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Je ne suis pas... Je vois pas de questions, non. Bon, alors super. Ben, on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Eh oui, déjà, oui. Ouais. Donc, Alors, on aura juste un nouveau rendez-vous le mardi 6 décembre à 10h. C'est moi qui interviewerai Isabelle sur sa pratique et on sera toujours sur la page Icalagarou. Donc, on créera un événement sur ma page à moi puisque c'est Isabelle qui est interviewée. Et donc, on diffusera l'interview sur les 2 pages comme on va faire là. Après, on la copiera comme ça. Les deux communautés peuvent suivre nos échanges. voilà, donc en effet, on parlera de la danse intuitive qui est une pratique qui n'est pas très connue et qui est un super soutien. Oui, moi, je l'ai testé. C'est vrai que oui, je l'ai testé et c'est vrai que ça a été une découverte parce que je n'ai jamais fait de danse de ma vie, ni quelle que soit la danse classique, contemporaine ou autre danse qui puisse exister. Et c'est vrai que j'ai réussi à entrer dans la danse comme ça me vient là. Et bon, on en parlera lors de ton interview. Et à avoir des sensations que je ne connaissais pas et qui m'ont interpellée et que j'ai trouvé intéressantes. Ah ouais. Donc, on vous en parlera plus Le donc 6. le mardi 6 à 10h en live. Bon, d'ici là, on vous remercie et puis on a été très contents de partager tous ces éléments avec vous. Si vous Oui, avez d'autres tellement. questions, voilà, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on répondra. Et puis, on vous souhaite de prendre bien soin de vous. À bientôt. Merci à toutes et belle journée à toutes. Merci pour le partage et l'écoute. À bientôt. Au revoir. Au revoir.